si vous ne l'aviez pas remarqué, monsieur Jean vous l'a dit, j'ai modifié le titre de ma communication, de ma conférence, et j'y ai ajouté Pierres et ancêtres, essai de comparatisme. Alors j'étais parti sur l'idée de documenter pour l'ensemble de Bornéo, c'est ça pour passer. Le cas des outils préhistoriques, de leur association avec la foudre, de leur usage comme amulette de fertilité agricole et de prospérité collective, et de croyances en un phénomène de pétrification. C'est bon, si tu as besoin de. Non, Oui, pour le point. Voilà, donc ça c'était mon intention, et puis chemin faisant, je fus frappé par l'évidence dans les grands festivals religieux de plusieurs groupes ethniques différents d'une relation entre les pierres et les ancêtres. Je me suis dit, pour un séminaire sur les pierres, pour les cailloux, c'est parfait. Et bon, je ne suis pas le premier à le remarquer, ça, et j'ai eu envie quand même d'explorer le thème d'un peu plus près. Alors, nous, Bornéo, on est typiquement dans ce qu'on a appelé une civilisation du végétal. C'est le bois, voilà, et puis, bon. Mais je me penche sur le rôle du minéral dans les cultures de Bornéo, et c'est ça qui va faire en fait le bloc de ma communication. Alors, un caveat, d'abord en ce qui concerne ce sujet, ces festivals religieux dont je vais parler dans différents groupes ethniques ne sont souvent plus tenus dans leur intégralité ou dans leur version animiste. Alors là, ne regardez pas mes mains, mais je vous fais des guillemets sur le mot animiste. Alors, pour cause de conversion religieuse ou simplement de modernisation. Donc, pour des descriptions de ces festivals, je n'ai comme source que la littérature publiée par des explorateurs, des missionnaires et même des ethnologues dont j'ai fait partie pour un des groupes en question. Donc là, indépendamment de la variété des images qu'ont pu avoir ces témoins et de la qualité ou des biais de leur narration, les festivals eux-mêmes montrent des variantes d'un sous-groupe ou d'un village à un autre, et en plus, ils ont certainement évolué au cours du temps. Donc vous sentirez par moments un certain flou dans mes reconstructions et dans mes interprétations de ces festivals, et un flou qui se perpétue dans mes conclusions. Bon, d'abord... ouais, non, l'autre. Ah oui. D'abord, quelques mots sur Bornéo. Selon la définition indonésienne, c'est une île entourée d'eau, qui est posée pile sur l'équateur, qui fait 750 000 km², soit une fois et demie la France, et c'est une immense mosaïque de cultures. Et classiquement, on distingue trois grandes catégories. Les Malais, qui sont des groupes islamisés des côtes et des régions de bas fleuve. Les Dayaks, qui sont les groupes tribaux de l'intérieur, surtout des Essarteurs. Alors les Essarteurs, c'est la culture sur brûlis. Hein. Et les nomades chasseurs-collecteurs forestiers. Les Malais participent de la culture côtière commune dite malaise de l'Asie du Sud-Est insulaire et péninsulaire, avec une économie basée sur l'agriculture et le commerce. Les Dayaks, c'est un nom qui désigne collectivement les groupes tribaux de l'intérieur qui ont une économie de subsistance basée sur le lit des arbres, les collines, et les Punan, des bandes de nomades vivant des ressources de la forêt. C'est une typologie simple, géographique et économique, mais il faut prendre en compte le critère d'organisation sociale qui va se révéler pertinent pour ce que j'essaie de parler, le sujet des rituels. Les Dayaks, il y a une grande variété de groupes dont les langues, les cultures, les traditions et en particulier l'organisation sociale varient largement. Et on a eu tendance dans le passé à avoir une opposition binaire entre des groupes dits égalitaires, je vous remets des guillemets, avec les doigts ou sans les doigts, et des groupes stratifiés, idem, les strates étant une partition entre nobles, roturiers et esclaves. Cette vue est à la fois simpliste et trompeuse. D'abord, des sociétés strictement égalitaires n'existent probablement pas à Bornéo, sauf
le cas des bandes nomades, et ça je n'en parlerai pas. Sinon, je distingue 1987, je distingue deux types principaux, des sociétés qui montrent une division stricte en strates sociales nommées et fonctionnelles. Ça, ce sont les stratifiés, guillemets, et les autres que j'ai appelés non stratifiés. Je ne suis pas trop fatigué, c'est sûr, ça fait un peu poubelle. Mais bon, en termes de population, cette seconde catégorie, les non stratifiés, forme de loin l'essentiel des peuples dayaks, linguistiquement, culturellement, et on trouve plusieurs grands ensembles régionaux. Et dans tous les cas, quand on s'intéresse à l'organisation sociale, il faut prendre grand soin de distinguer le principe et la pratique, qui sont souvent en contradiction. C'est-à-dire, ce qu'ils disent qu'ils font et ce qu'ils font en réalité, c'est souvent deux choses différentes. Certains groupes qui ont été catalogués comme égalitaires, fonctionnent d'une façon qui contredit toute idéologie d'égalité. C'est le cas des groupes IBAN dont je vais parler, c'est le vert, là, sur la carte ethnique. Et inversement, certains groupes qui ont été considérés comme stratifiés montrent diverses formes d'organisation que je vois comme clairement inégalitaires, mais plutôt, je dirais, mollement hiérarchisées. Ces groupes professent une idéologie et une terminologie de stratification, avec en plus une tendance à la chefferie héréditaire, mais en pratique, ils fonctionnent dans un système compétitif, avec une simple opposition relativement impermanente entre des riches et des pauvres étant les clients et les dépendants des riches. Donc ça, j'en donnerai pour exemple, ce sera mon troisième exemple, les groupes Nadjou du sud de l'île, c'est ce qui est en jaune. Les sociétés stratifiées constituent des groupes fermés, dont l'affiliation au groupe est univoque, je dirais, avec une faible mobilité géographique et une faible mobilité sociale verticale. En contraste, les sociétés non stratifiées sont ouvertes avec une forte mobilité géographique, avec de fréquentes fissions des villages, et une forte mobilité sociale verticale, et avec une identité et une affiliation au groupe assez fluctuantes. Bon, je décrirai plus en détail les cas d'organisation sociale des groupes que j'examine en relation avec la cosmogonie et les rituels. Et en attendant, ma première partie concerne l'ensemble de Bornéo. J'ai appelé ça des pierres et des hommes. Donc, a priori, la pierre à l'état naturel est un matériau comme un autre. Ses usages pratiques au quotidien sont fonction de critères simples comme la taille, la forme, la dureté. Donc là, vous avez en haut à gauche les pierres du foyer, à droite des pierres à briquet, en bas à gauche les meules avec un bidon, et à droite des bijoux, enfin la pierre façonnée pour faire des ornements personnels. On trouve aussi des lissoirs pour la vannerie, des pierres rondes pour la poterie. On bat la poterie avec une palette et une pierre. Pour fabriquer l'écorce battue, c'est avec des pierres aussi, ou du bois. Et finalement, les pierres à aiguiser, et ça va être un truc important dans ce qui suit, qu'on appelle des meules, avec plusieurs degrés de finesse de grain selon l'usage. Certaines pierres des fossiles sont correctement identifiées comme des animaux pétrifiés. Donc, les ammonites, les Dayaks les reconnaissent comme un escargot pétrifié. Un type de pierre est consommé par les femmes enceintes qui sont soumises à divers tabous alimentaires. C'est une pierre appelée Batu-Korap, qui est, en termes géologiques, une argilite riche en sels minéraux. Donc apparemment, ça, c'est important de citer. La pierre en relation avec le surnaturel, le rituel, le mythe, ça c'est intéressant aussi. Je n'entrerai pas dans l'aspect théorique, mais je recommande un excellent ouvrage qui est paru il n'y a pas longtemps, de Oren Espanger, Animism in Southeast Asia, dont je vous donnerai les références à la fin. À la base, les objets sont pensés comme ayant une âme, et entre eux, on distingue les êtres vivants qui ont un souffle de vie. Là, je mets des guillemets à souffle parce que ça correspond à un terme local qui a un sens un peu particulier. Donc ça, les animaux ou les plantes. Et certains objets inanimés qui n'ont pas de souffle de vie.
Ces êtres vivants et ces objets inanimés sont investis d'une présence spirituelle, d'un pouvoir spirituel, et vous noterez que je ne parle pas d'ontologie et je ne parlerai pas d'ontologie. À Bornéo et ailleurs, le riz est une plante d'une grande importance culturelle et économique au point qu'elle symbolise l'humanité. Riz égale humanité. Le riz a une âme qui peut être effrayée ou malade et qui doit être traitée avec révérence, protégée et renforcée par des procédés rituels. De plus, les hommes ont tendance à donner, quand je dis les hommes, ça, c'est les humains, ont tendance à donner une forme matérielle, en pierre, en bois, en argile, en n'importe quoi, à des entités spirituelles afin de pouvoir mieux communiquer avec elles. Donc ce sont des autels, ce sont des statues, d'autres structures. Et ces artefacts, comme les objets naturels investis, seront interpellés dans des prières et nourris par des offrandes. Ce sera le sujet de la deuxième moitié de cette présentation. Bon, je reviens aux pierres. Des esprits sont souvent associés aux pierres et des pouvoirs magiques leur sont attribués. Diverses pierres servent d'amulettes, de talismans, de gris-gris pour protéger leurs propriétaires de maladies ou d'attaques de mauvais esprits. En fait, tout objet minéral montrant dans sa forme, sa couleur ou sa consistance un caractère inhabituel ou frappant est susceptible d'être investi de propriétés surnaturelles. En pratique, ça veut dire, ou ça suppose qu'il est habité par un esprit. De petits objets durs, plus spécialement, sont considérés comme du pouvoir solidifié. J'aime beaucoup ce concept de pouvoir solidifié. C'est très parlant quand on connaît le terrain. Et les pierres semi-précieuses, par exemple, sont très recherchées. Des cristaux de quartz, entre autres, sont utilisés par les chamans pour voir les âmes de leurs patients et servent, et dans des pierres en forme de crochet, leur servent à attraper les âmes égarées des malades pour les réintégrer dans leur corps. De tels objets de petite taille seront ramassés et transformés en amulettes et souvent rassemblés dans une collection préexistante conservée à la maison. C'est des grands amateurs d'amulettes. Ils en ont ça fait des paquets, on les garde dans des coins spéciaux, bien emballés, etc. Donc si l'on trouve un tel objet, il est sûr que ce sont les divinités qui l'auront mis sur notre chemin. Voyez-vous ? Et dans toutes sortes de rituels, on les invoque pour obtenir d'elles des amulettes, des objets bénis, chargés de puissance spirituelle, qui garantiront chance et prospérité. Et les amulettes donc, sont pour la chance, la santé, la chasse, une bonne récolte, l'amour, et aussi pour les chamans, la magie blanche ou noire, parce que tuer et guérir, c'est un peu le même processus, ou alors pour éloigner les crocodiles, comme à Sumatra, on éloigne les tigres. Et évidemment, des fossiles deviendront des amulettes, et de même des outils préhistoriques, et en particulier surtout pour le riz. Ça, j'y reviens bientôt. Des assemblages de pierres naturelles, ou des sites rocheux particuliers, est-ce que j'ai sauté? Non, c'est là. Oui, je l'ai sauté. Sont parfois constitués en sanctuaires, qui sont donc des lieux sacrés, investis de pouvoirs magiques, où l'on vient de loin en pèlerinage pour invoquer des puissances spirituelles afin qu'elles exaucent des requêtes. Là, voilà. Et des assemblages de... Je fais... Oui, en fait, ça fait partie du même... Et ça, c'est très intéressant parce que c'est probablement un site préhistorique avec des peintures à l'encre. Qui servent pour les Dayaks. Les Dayaks, les Malais, les Chinois vont en pèlerinage sur ce site pour différentes raisons. Enfin, d'énormes blocs de pierre, le plus souvent de forme naturelle, ont été déplacés pour ériger des monuments mégalithiques, menhirs romains et autres, ou encore ils ont été taillés pour former des urnes et autres récipients funéraires. Ces monuments composent des sites, eux aussi investis de puissance spirituelle, qui attestent de la capacité d'une famille riche à mobiliser une nombreuse main-d'œuvre de dépendants pour les ériger. Donc voilà, on est dans le mégalithisme, Pierre l'a mentionné. Donc voilà pour les pierres naturelles.
Et en ce qui concerne l'industrie lithique, je vous propose une brève histoire du temps long. Là, c'est du temps vraiment très long. On n'a pas à Bornéo de traces d'activité humaine très anciennes, comme le Homo erectus ou le Pithecanthrope de Java, qui est apparemment le même bonhomme, qui habitait là entre 1 million d'années et 700 000 ans, qui habitait le continent Sunda, dont Bornéo faisait partie. En fait, Bornéo ne s'est retrouvé complètement isolé par la mer qu'il y a 10 000 ans. Pour Homo sapiens, des peuples de type mélanésien, peau sombre, cheveux crépus, comme les Papous de Nouvelle-Guinée ou les aborigènes d'Australie, sont arrivés à Bornéo il y a 50 000 ans. Et ces hommes modernes, donc ce sont des Homo sapiens comme vous et moi, ont laissé des sites en grotte avec des assemblages d'outils de pierre taillée. Je n'entrerai pas dans le détail de pierre taillée. Notre collègue Forestier. On a fait une synthèse. On a fait une synthèse. Dans le livre Dommage que j'ai mentionné. Voilà. Et il y a 5000 ans environ, des peuples mongoloïdes, c'est-à-dire peau claire, cheveux raides, des Asiatiques montins, sont arrivés, ont remplacé les chasseurs-collecteurs mélanésiens et ont apporté ce qu'on appelle la révolution néolithique, encore des guillemets, outils de pierre polie, agriculture, poterie, tissage. Et en fait, un grand nombre d'outils néolithiques se retrouvent un peu partout dans Bornéo, surtout en zone agricole, c'est pas par hasard, puisqu'ils servaient à l'agriculture. Et on trouve des chefs d'Ayak qui ont possédé toute une collection supposée assurer la prospérité de leur communauté. Le comparatisme ethnographique en préhistoire a vu le jour en France au XVIIIe siècle, quand certains objets que l'on nommait pierres de foudre, en français dans le texte, et que l'on croyait tomber du ciel, ont été identifiés comme des outils fabriqués par l'homme en des temps anciens. Ça, c'est M. Jussieu. Joseph ou Antoine Jussieu. Antoine de Jussieu. Le botaniste. Le naturaliste. Le naturaliste. À Bornéo, ces outils sont nommés pierres de foudre aussi, ou alors crocs ou dents de foudre, et certains groupes d'Ayak les identifient bien comme des outils d'époque révolue. Ces pierres sont conservées dans les greniers à riz pour rappeler la protection et les bénédictions de la déesse du riz. Et comme amulette de fertilité, on les place au fond des paniers à semences de riz. La foudre. Alors la foudre, c'est quelque chose de particulier à Bornéo et ailleurs. C'est une divinité qui commande aux éléments, donc on dit mouranienne, les eaux, la pluie, le vent, la tempête et la fertilité du riz. Ceci renvoie à un ancien panthéon bornéen de chasseurs-collecteurs forestiers dans lequel l'élément mouranien était important. Et son aspect fertilité agricole s'est sans doute développé au néolithique avec la conversion à l'agriculture et encore plus pour le riz, qui est plus météo-sensible que les ignames ou les tarots. Donc une emphase marquée sur la fertilité et plus généralement la prospérité et la croissance démographique, c'est-à-dire fertilité du riz, fertilité des femmes, croissance démographique. Et ces anciennes croyances en une divinité foudre ont visiblement persisté en contrepoint des systèmes religieux plus récents. D'autres amulettes sont utilisées pour la fertilité du riz et pour les petits-enfants, des coquillages terrestres ou marins ou leurs opercules, donc des trucs ronds, plats. Et la référence ici, apparemment, est au nombril, au ventre. Et ces objets-là et les pierres de foudre combinées suggèrent une référence sexuelle. On verra un peu plus loin des pierres dans une situation de dichotomie sexuelle similaire en relation avec la procréation humaine. Une croyance répandue à Bornéo chez de nombreux groupes concerne de violentes tempêtes avec parfois ce que les gens appellent une pluie de pierres, provoquant la pétrification soudaine d'objets, d'animaux, même de personnes, qui est considérée comme une sanction surnaturelle pour de graves infractions à certains interdits. Cette croyance a fait l'objet d'un corpus de travaux sur ce qu'on appelle le complexe du tonnerre, Thunder Complex, qui est aussi connu dans le contexte plus large de la Malaisie, de l'Indonésie de l'Est et des Philippines, et probablement au-delà. Donc un lien entre certains tabous certains interdits qui vont de la moquerie des animaux jusqu'à l'inceste,
et des sanctions surnaturelles, tempêtes, fortes pluies, grêles, foudres, pétrification, parfois inondations. Certains auteurs ont suggéré un héritage commun et donc une origine commune aux populations négrito des Philippines et de la Malaisie péninsulaire, et qui aurait eu des équivalents à Bornéo qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. En tout cas, les Dayaks connaissent de nombreux sites avec des rochers ou des formations rocheuses aux formes particulières auxquelles sont attachées des légendes dont les protagonistes et parfois leur village entier furent transformés en pierre à la suite d'une malencontreuse transgression d'un interdit. Alors maintenant, Rolling Stones et les ancêtres. Les gens de Bornéo entretiennent des relations avec leurs divinités et des palanquées d'esprits divers, et la plupart ont aussi des relations avec leurs ancêtres. Donc, quand on a affaire à des entités spirituelles qui peuvent être bienveillantes ou neutres ou carrément mal embouchées, des précautions sont nécessaires, a fortiori si on a quelque chose à leur demander. Il faut se les concilier par des marques de respect, des offrandes, des sacrifices animaux. Alors, je puise ici, au sujet des pierres, dans l'ouvrage de Couder et Silander, expert en ancêtres, dont je vous donnerai les références à un livre qui s'appelle Ancestors in Borneo, dont je vous donnerai les références à la fin de cette présentation. Des objets en pierre jouent un rôle dans une constellation de concepts religieux et de pratiques rituelles dans tout Bornéo, spécialement en relation avec les ancêtres. Les pierres ainsi que les effigies en bois représentant les ancêtres sont présentes dans divers types de sites à offrandes, et ces sites à offrandes constituent le point focal des pratiques rituelles. Dans la littérature, ces pratiques étaient interprétées comme l'expression d'un culte des ancêtres. Apparemment, elles ne le sont pas. J'y reviendrai après. Pascal Couder et Kenneth Silander, ce n'est pas vraiment un culte des ancêtres. Il y a à Bornéo une grande diversité de représentations matérielles. Là, je suis toujours dans la citation de cet ouvrage, ma traduction. Une grande diversité de représentations matérielles des ancêtres et un continuum entre elles. Alors, l'autel domestique, les crânes d'ancêtres, les effigies d'ancêtres, les pierres sacrées, tout ça fait partie d'une même constellation d'objets iconiques. Donc, elles représentent, ces représentations matérielles, ce sont des ancêtres particuliers, iconiquement ou métonymiquement, qui facilitent les tractations avec les entités qui leur sont associées. Donc on a un culte des représentations matérielles, d'effigies de pierre, et de leurs entités, des entités spirituelles qu'elles hébergent, qui sont associées aux esprits des ancêtres ou aux ancêtres. C'est là que c'est pas très clair. Donc on va le voir tout de suite, ça, avec les pierres chez les Kenyas. Alors les Kenyas, vous pouvez le sais, et les objets matériels associés à des ancêtres ou à des groupes d'ancêtres particuliers jouent un rôle prééminent dans la constitution des groupes humains de par leur référence aux ancêtres. Je vais commencer par un cas assez bien documenté chez les Kenyas du nord-est de Bornéo. Alors ça, c'est la zone rose, Kenya et Kayan. Ils sont importants non pas par leur nombre, parce qu'ils sont moins de 50 000, mais par la documentation disponible. Les ethnologues se sont un peu focalisés sur les sociétés stratifiées. Ah, bonjour monsieur. Et donc les Kenyans, on en connaît environ 40 sous-groupes, très variés, parfois aux langues inintelligibles. Et ils sont fameux, entre autres, pour le festival Mamat de la chasse aux têtes. Donc, vous allez entendre parler de chasse aux têtes. Pour comparaison, et plus brièvement, deux autres ensembles culturels qui sont majeurs, ceux-là, une population entre 1 million et 2 millions de personnes, les groupes Iban en vert du nord-ouest, politiquement importants à Sarawak, et ceux-là sont réputés pour leurs innombrables, même dirait-on, festivals religieux, Gawai, en relation avec le cycle de la vie et le cycle du riz et d'autres occasions. Et enfin, un autre des groupes Nadjou du Sud, là, en jaune, la M, qui sont de la famille linguistique Barito, entre guillemets, parce que c'est encore une dénomination un peu bâtarde,
écouillés par leurs extravagants festivals de funérailles secondaires, le Tsiwa. Et donc ces groupes diffèrent par leur langue, leurs coutumes et par leur organisation sociale. Une petite incise préliminaire, parce que vous allez en voir beaucoup, la cordyline, qui est une plante, qui est la plante sacrée de la plupart des groupes d'Aniac à Bornéo. La famille des... Alors là, c'est à changer, parce qu'avant c'était des aracacées, maintenant c'est devenu des asparagacées. Donc ça va avec les asperges, ça ne ressemble pas du tout aux asperges. On fait avec, voilà. Donc les Kenyas, que voici, que voilà. Les groupes stratifiés endogènes à Bornéo peuvent être réduits à un seul grand ensemble régional comprenant les Kayan, les Kenyas, les Moudang et consorts, dont la grande majorité vit dans les parties centrales et orientales de l'île. Leur base économique, c'est la même que celle des sociétés non stratifiées, culture de vie sur brûlis, chasse, pêche, collecte. Le caractère inégalitaire de leur idéologie s'exprime dans des strates ou rangs. Les anthropologues n'utilisent pas le terme classe, ce type d'organisation sociale, strate ou rang, donc des strates strictes, formelles, nommées, fonctionnelles. La société Kenya est divisée en trois strates principales avec des subdivisions, la haute noblesse et la petite noblesse, les roturiers aisés et les roturiers pauvres, et les esclaves et leurs descendants qui sont des captifs de guerre, propriété exclusive des nobles. Nobles et roturiers diffèrent par leur essence, et ça c'est le point important, c'est que les premiers revendiquent une origine divine. Donc les roturiers, c'est des ordinaires, les nobles, c'est... on a des rois comme ça. L'affiliation à une strate est immuable au cours de leur vie et ne dépend pas de la richesse. C'est-à-dire qu'un noble pauvre mourra noble et un roturier riche restera roturier. Les Kenyans vivent dans des grands villages qui s'appellent le Po. Vous avez ça là, regroupant parfois plusieurs milliers de personnes réparties en plusieurs longues maisons, chacune comprenant de nombreux appartements, la mine, qui veut dire à la fois la maisonnée, l'appartement, la famille, et les chefs régionaux. Il existe des chefs régionaux qui ont autorité sur plusieurs villages ou sur tout un bassin de rivière, ce qui a permis à ces ethnies de créer des confédérations guerrières pour attaquer des villes de la côte, par exemple. Le chef d'un village ou d'une longue maison, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent y avoir dans ce village-là. Oui, le chef d'un village ou d'une longue maison est choisi au sein des familles de haute noblesse, mais pas toujours sur une base héréditaire. On choisit les plus compétents quand même. Il reçoit de ses roturiers des corvées, divers services et une part des récoltes. Mais en retour, donc quelque chose d'assez féodal en fait, et en retour, il est responsable de leur protection et de leur bien-être, de les nourrir en cas de disette, etc. Et surtout, il doit assurer pour sa communauté la bénédiction des dieux dont il descend et avec qui lui seul peut communiquer. Ça, c'est un point important. L'identité et la cohésion du village sont fortes. Pour quitter son village, une famille doit avoir l'autorisation du chef et payer une indemnité. Mais en fait, de tels cas sont rares. D'où une forte monogamie qui renforce la cohésion. Donc, le lamine est une personne morale qui existe en perpétuité, avec des droits et des devoirs, en tant qu'élément d'une longue maison. Et ce, même si la structure physique a disparu. Donc, je m'intéresse ici au Kenya Lepoke, c'est-à-dire au sous-groupe des Kenyans, qui vit à Longaon, à Kalimantan, en Indonésie à l'est, et à Longmo, à Sarawak, on a. Après avoir perdu une guerre contre d'autres sous-groupes vers 1800, la plupart des longues maisons partirent vers le fleuve Para, tandis que seules 3 longues maisons descendirent la rivière Iguane, qui est cette rivière-là, jusqu'au plateau d'Apokayan où ils se sont installés. Longaon, après 1960, a largement essaimé vers la et les régions côtières. La religion traditionnelle possédait un panthéon avec beaucoup d'esprit, beaucoup de génie et surtout énormément de tabous qui rendaient la vie très compliquée et qui rendaient surtout la culture du riz très compliquée. Par exemple, avec les augures, si vous partiez ouvrir un nouveau champ dans la forêt,
et que vous entendiez le chant de l'oiseau machin à gauche ou de l'oiseau truc à droite, là, fini, il fallait retourner au village et attendre un certain nombre de jours avant de pouvoir repartir. Donc ça, vraiment, ça plombait la vie et les cultures. Après 1945, cette religion traditionnelle fut remplacée par un culte nativiste, Bouman. L'histoire, c'est un Kenya de l'Abokayan, après une série de mauvaises récoltes et de maladies, reçut en rêve la visite de Bouman Malan, une déesse traditionnelle qui lui ordonna de se défaire de cet embarras de tabous et de sacrifices, et il obtint très vite une meilleure santé et une récolte abondante. Alors tous les Kenyans se convertirent par milliers à ce mouvement, qui ensuite s'étendit vers Sarawak depuis la Bokayan. Aujourd'hui, les Kenyans sont à 90% chrétiens, ce qui explique qu'on n'a plus les festivals tels qu'ils étaient avant la conversion. Le festival Mamat était un moment crucial du cycle annuel de la religion traditionnelle des Kenyans, le Poctao. De nos jours, il n'est plus tenu qu'en des versions abrégées et censurées par des villages convertis au culte Bouman ou au christianisme. Ça s'appelait le Mamat Ulu, c'est-à-dire le Mamat des têtes, ou le Mamat Panigagan, le Mamat de l'esprit bravoure. Était avant tout associé à la chasse aux têtes et au rite guerrier. La principale préoccupation des Kenyans, et c'est là qu'on retourne sur le Rhin, et de se créer, toujours d'ailleurs, c'est toujours comme ça, et de se créer un mode de vie satisfaisant, et la formule Uyanudi, qui veut dire faire la vie, mais pas faire la vie au sens où nous l'entendons, mais se faire une bonne vie, Tigaudip, la bonne vie. Donc le Mamat inclut des invocations et des actions de grâce, des invocations au début et des actions de grâce à la fin du festival, et surtout c'est la liesse générale au retour des guerriers. Il marque la fin du deuil, et l'évacuation des mauvais esprits, et la belle vie est de retour, et c'est la fête. Le Mamat était célébré une fois par an après la moisson du riz, et durait 6, 7, 8 jours selon les versions. Il débute au retour des guerriers de leur expédition de chasse aux têtes, donc en principe avec des têtes, oui, de leurs ennemis, et concerne tous les mâles du village, du guerrier à la retraite jusqu'au big boy, plus 2 fillettes nobles qui ont des fonctions rituelles spéciales. Le festival est conduit par un homme de la haute noblesse. Les Kenyans possèdent aussi un système de rangs très élaboré qui sont, je ne sais pas, comme les rangs dans une institution, comme les rangs chez les francs-maçons ou chez les, je ne sais pas, dans la Légion d'honneur, disons. Et ceci en fonction du nombre de fois qu'un individu a participé à un Mamat. À chaque festival, une promotion les fait tous avancer dans le système de grade qui s'appelle Soem. Et selon leur âge et leurs accomplissements, à la guerre en particulier. Le nombre de plumes de Kalao rhinocéros sur la coiffure de guerre identifie le grade, et de même les motifs sur les sabres de guerre dénotent 42 grades successifs. Plus compliqué que la Légion d'honneur. Un poteau qui s'appelle Blawin a été dressé sur un site élevé, un peu à l'écart du village. Des plantes magiques et des crânes humains y sont suspendus. Et ce poteau commémore les victoires passées des villageois et leur succès dans la prise de tête ennemie. Dans la prise de tête, on n'a pas non plus la même façon de comprendre ça. Autrefois, on prenait des têtes fraîches pour le festival, mais comme les traditions se perdent, plus récemment, après la prise de possession des Hollandais dans la région, on utilisait un vieux crâne ou un morceau d'os, ça suffisait. L'enclos sacré, rond, près de la longue maison, est construit de morceaux de troncs d'arbres dans lesquels des figures magiques ont été taillées grossièrement. Et ce truc-là, ça joue, vous le voyez, là, c'est ça. Hein. Ça joue un rôle majeur dans la fête de la chasse aux têtes. L'enclos exhibe 2 symboles du haut statut des nobles et particulièrement du chef de la longue maison, donc la cordiline aux feuilles rouges et les batutuloi, les pierres ancestrales. C'est la demeure des esprits gardiens de la maison et des esprits de la bravoure qui protègent le chef et qui protègent donc l'ensemble de la communauté. Batutuloi, c'est un assortiment de pierres sphériques
lisses, en nombre variable. Elles furent léguées au village, dit-on, par un lointain ancêtre de ses chefs. Et les chefs de ce village peuvent retracer leur généalogie en lien avec les pierres mythiques qui sont la possession perpétuelle du village. Donc, par leur position à la fois spirituelle et sociale, les nobles sont les gardiens des pierres et en même temps les gardiens de la coutume. Ils doivent en prendre un très grand soin car elles assurent la prospérité de la communauté. Par exemple, si le village déménage et bâtit une nouvelle maison, les pierres sont transportées avec cérémonie vers le nouveau site. L'esprit du courage et l'esprit de l'ancêtre apical, qui s'appelle Balitopun, de la lignée noble, sont conjoints, je dirais, et souvent confondus en tant que fondateurs du sanctuaire et origine des pierres, des Batutuloi. Ces pierres sont toujours en contact avec les Baliakan, les esprits de la bravoure, et elles ont un fort pouvoir magique. À Longnawan, les Batutuloi étaient ronds, sauf deux. L'un, c'était la pierre mâle, était oblong et montrait un visage. L'autre, femelle, était plate avec une indentation à son centre. Alors, on retrouve ce que je disais à propos des amulettes plates. Dans certains villages, les Batutuloi peuvent grossir, se multiplier ou se déplacer spontanément pour prévenir les gens lorsqu'un danger menace. Et quand un village néglige les anciens rites par suite de conversion ou autre, les pierres se sentent inutiles et s'en vont, disparaissent. Alors, le déroulé du Mamat, ça c'est une peinture murale dans une grande maison. Le déroulé du Mamat, comme je le reconstruis par plusieurs textes qui sont souvent confus, incomplets, parfois contradictoires, mais qui reflètent sans doute des variations à la fois géographiques et historiques. Le premier jour, les guerriers de retour de la chasse aux têtes montent de la rivière au village, les têtes sont enveloppées dans des palmes et pendues au poteau de la ruine. Là, on ne les voit pas, mais c'est celui-là. Et là, un sacrifice d'un porc est fait aux divinités, on bat les gongs, puis les têtes sont apportées à la longue maison. Tous les hommes et les garçons, là évidemment j'ai pas de photo, hein, en costume de guerre, miment une attaque sur une des têtes avec une sagaie qui est tenue à plusieurs, ainsi tous les individus mâles du village ont touché de leur sagaie la tête du mort et ils peuvent se sentir braves. Les anciens nourrissent les crânes, alors nourrissent encore les guillemets, en leur jetant des offrandes de riz, de tabac, de bétel. Et les jeunes guerriers baladent les crânes le long de la véranda de la longue maison, en les frottant dans les cendres du foyer de chaque maisonnée. Donc chaque maisonnée peut profiter, a reçu un peu du pouvoir du crâne. Le soir, un conseil pour discuter du site des prochains champs, donc la guerre et agriculture, consubstantielle et incontournable. Le second jour, on sacrifie des poulets sur les pierres sacrées. Et puis encore des poulets. Les poulets, c'est vraiment les grandes victimes de ces festivals, de consommer des dizaines de poulets. Pauvres poulets. Et deux fillettes de famille noble, donc c'est des vestales, des vierges sacrées, frottent leur sang, le sang des poulets, pas le sang des vestales, sur la main des guerriers, puis des petits garçons. Ça s'appelle Poliwajap, ça veut dire strictement, littéralement, purifié par le poulet. Concept important, purifié par le poulet. Et donc ceci annonce plus de courage pour les futurs reines, pour les futures générations, et plus de têtes. Voilà. Donc sur ce panneau, vous voyez la fillette qui est ici, qui frotte du sang sur le bras du guerrier, lequel tient une tête. L'enclos sacré est derrière, avec quelqu'un qui fait des incantations avec une tête aussi. Et cette femme, là, quand j'ai demandé des explications, on m'a dit qu'elle transporte de l'eau, mais elle passait par hasard. Je trouve assez bizarre. Bon. De l'eau ou de la bière? Je ne sais pas. La bière, on en met plutôt dans les jars. Je pense qu'elle était descendue à la rivière chercher. C'est des trucs de bon. Je ne sais pas si c'est des trucs de bon. Enfin, ensuite, donc, ce deuxième jour, c'est la prise de grade. Les nouveaux promus sont annoncés. Le soir, danse sur la véranda, avec éventuellement
des trans pour chasser les mauvais esprits et appeler la protection des dieux. Le troisième jour, ça s'appelle Rolling the Stones, Louis Batou. Louis Batou, elles sont apportées, les pierres sont apportées sur la véranda, devant l'appartement du chef. Les guerriers confirmés s'assoient autour des pierres. Les petites vestales tournent 8 fois autour des guerriers en les purifiant par le poulet. Les pierres sont alors passées en roulant d'un guerrier au suivant, au son de leur chant mélodieux. Ainsi, 8 fois. C'est 8 fois, je ne sais pas si c'est pas 8 fois dans les deux sens. Et dans l'épisode suivant, on a fabriqué une effigie avec une tête, alors une effigie anthropomorphique, une effigie, je ne sais pas quoi, anthropologique, avec une tête fixée sur une branche d'arbre, et une prière est dite aux esprits, aux dieux, on ne sait pas à qui, là. Puissions-nous être vaillants, forts, sains et prospères, avoir assez de riz et mener une bonne vie. Et alors là, les hommes se ruent pour toucher l'effigie, donc exactement la même scène qu'avec la lance pour toucher la tête. Toucher l'effigie, c'est s'attribuer aussi une partie pour tout le village, une partie du pouvoir de la tête. Le Mamat à Long Nawang, il y a un épisode particulier qui n'a été rapporté que pour Long Nawang. Un ancien doit poser la pierre mâle, dont j'ai parlé tout à l'heure, en équilibre au centre de la pierre femelle posée à plat, sous les encouragements des participants. Ça m'a l'air assez bien. Et si l'équilibre est atteint, la prospérité de la communauté est assurée pour l'année à venir, et sinon, c'est pas de chance pour le village. Et une autre invocation un peu plus tard dans la journée, nous te dressons, Pierre, si c'est pas sexuel, ça, pour qu'il nous soit accordé une vie saine, prospère et riche, beaucoup de porcs mâles, des centaines de poules, donne-nous des centaines de fils et de filles. Là aussi, on a dit référence à la procréation. Et ensuite, soirée dansante. Alors, je vous fais grâce des jours suivants, puisque ça continue. Genre, alors on mange, on boit, on danse beaucoup, c'est la fête, quoi. C'est la fête la plus importante de l'année. Et là, je vous montre les autels à pierre sacrée chez d'autres groupes ethniques. Alors, ça n'a pas du tout la même configuration, c'est-à-dire que là, vous avez carrément un autel en pierre avec les pierres dessus. Là, c'est un autel en bois avec une tête pendue, un vieux crâne pendu là sous les palmes. Donc vous voyez qu'on peut avoir quand même les mêmes concepts rituels, religieux et des utilisations, des pratiques qui varient, quoi. Là, ils n'ont pas d'enclos, ces gens-là. Alors, je passe aux IBAN. Donc les IBAN, c'est cela. Le terme IBAN couvre un grand ensemble ethnique à Sarawak et à Kalimantan Ouest, la partie ici, là, au sud de la frontière, dont l'économie a longtemps été centrée sur le riz et l'expansion agricole en forêt. La longue maison est constituée d'appartements, bilek, abritant des familles souches, qui sont des personnes morales en perpétuité, possédant des biens et des droits fonciers. Chaque bilek est représenté dans des rituels collectifs, et il est autonome et peut se séparer de la longue maison, la fission participant du processus d'expansion de ce groupe ethnique. Un chef choisi par le village coordonne les questions de droit coutumier, tandis qu'un spécialiste religieux est en charge des rituels. La société IBAN se voit comme égalitaire. Elle le dit, elle le pense, mais ses dirigeants sont la plupart du temps choisis parmi les familles riches et politiquement influentes, et le même individu occupe souvent les deux fonctions, chef de village et chef religieux, et exerce de ce fait une forte autorité. Et il est admis que le leadership est monopolisé par les familles riches qui sont en compétition pour le prestige. Donc, le qualificatif d'égalitaire, là, ne tient pas vraiment la route. Le panthéon IBAN comprend un trio de dieux créateurs et un nombre d'autres divinités qui s'appellent Potara, dont certains gouvernent la vie des humains. Alors il y a Singarangurum qui est le Nilan, la rapace avec sa suite d'oiseaux augures,
un couple Keling et Kumang, qui s'occupe de la guerre aussi, non, pardon, qui fixe les règles de vie en communauté, et Pulangana, qui possède la terre. Bon, les augures et la divination, les diverses sortes d'esprits, en tout, sont aussi d'importance quotidienne. Pulangana est la divinité tutélaire de la terre qu'il a héritée de Raja Jambu, son père, et il vit sous la terre et préside à la culture du riz. Les autres dieux et les humains doivent lui faire des offrandes et des sacrifices pour obtenir sa permission avant de cultiver la terre. Les festivals agraires lui sont dédiés, par exemple le Gawe Batu, le festival des meules, avant de défricher de nouveaux champs, et le Gawe Beni, la fête des semences, avant de semer. C'est un dieu important car de lui dépend la nourriture vitale des hommes. Il accorde aussi aux hommes du beau temps pour les semailles, une bonne croissance du riz et le contrôle des prédateurs, les oiseaux, les rats, ça c'est important aussi. Le Gawe, c'est la catégorie la plus complexe des rituels qui comprend le Gawe Asal, le rituel originel centré sur la guerre et la bravoure, Gawe Antu, le rituel pour les morts, et Gawe Bumei, les rituels annuels du calendrier agricole. Plus récemment, chez les Iban de nos jours, un Gawe, c'est en fait n'importe quel rassemblement festif. Dans les Gawe agraires, dans les temps encore traditionnels, on supplie les divinités, les esprits et les ancêtres pour de bonnes récoltes, et aux moissons, on fait des cérémonies d'action de grâce et des célébrations communautaires. Le Gawe Batu renvoie dans son immédiateté à Batu Ansa, qui est la meule ou pierre à aiguiser ordinaire, et surtout à Batu Umai, la meule sacrée de chaque famille, qui est sortie uniquement pour les rituels et qui n'est pas forcément une pierre à aiguiser, qui est une pierre sacrée. Dans la liturgie Iban, Raja Jambu, le père de Pulangana, est identifié comme le gardien de ces pierres sacrées, et en effet la pierre qui symboliquement sert à aiguiser la machette, qui sert à dépousser les sards, qui sert à faire pousser le riz, qui sert à nourrir les hommes, ça ne peut pas être une pierre ordinaire. Le but du Gawe Batu est de protéger la culture du riz. Si la croissance du riz n'a pas été bonne ou si les récoltes ont décliné pendant plusieurs années d'affilée, le défrichement de nouveaux champs exige que le Gawe Batu soit tenu pour toute la longue maison. Dans le passé, ça se produisait tous les 4 ou 5 ans, en début de saison agricole, c'est-à-dire vers mai. Alors, le déroulé du festival, avant tout, le chef de village et le chef rituel convoquent les villageois pour discuter du choix des sites de culture et fixer la date du Gawe. Quand le moment approche, on fait les préparations. Alors là, c'est les consommables. Les consommables, c'est qu'il faut chasser, il faut pêcher et il faut fabriquer de la bière de riz. On lance des invitations aux villages voisins et on réserve un groupe de bardes. Là, vous en avez un, là, qui se tient un petit porcelet sous le bras. Et les bardes sont invités pour chanter les chants rituels. Le jour fixé, les invités arrivent, ils subissent la purification par le poulet, puis une onction sanglante. Alors c'est peut-être le même poulet une fois qu'il a été sacrifié, je ne sais pas. Une onction sanglante avec une plume trempée dans le sang du poulet. Les bardes arrivent dans l'après-midi avec leur chant tout le long du chemin et montent dans la longue maison. Ils arpentent en chantant la véranda, puis ils fixent avec le Toa Gawe, qui est responsable de l'organisation du festival, les détails du rite. Le chef rituel, ici joliment tatoué, vous voyez les magnifiques tatouages Iban, sont fameux pour ça, les Iban. Ils feraient honte à n'importe quel tatoué français. Alors, le chef rituel construit un petit hôtel carré, que vous voyez, le petit machin carré ici, sur des nattes et une légère structure en bambou pour y suspendre des plantes et des tissus rituels qui formeront une enseigne sacrée autour de lui pour pouvoir concentrer les forces spirituelles sur ses actes. Les femmes en procession sur la véranda apportent dans un sarong les pierres sacrées, la pierre sacrée de leur famille, et un barde, qu'on ne voit pas là, est chargé de laver les pierres dans un bassin en bois, vous voyez le bassin en bois en bas à droite, puis de les huiler tout en psalmodiant des chants pour ces pierres. Elles sont ensuite rassemblées
debout dans un panier et placé dans l'enclos sacré. Alors là, c'est ce qu'on voit. Voilà, les pierres là sont rassemblées dans ce panier, dans l'enceinte rituelle. Le panier avec les riz. Non, ça doit être un panier spécial. Non, c'est pas un panier. Non, c'est pas un panier collecteur, ça. Panier, mais c'est pas ça. Et donc là, dans l'enclos sacré, un porcelet est placé sur le panier et l'officiant lui perce le cœur avec une lance et le sang coule sur les pierres. Ensuite, des assiettes, les pierres sont récupérées, des assiettes sont préparées avec des offrandes, du riz gluant, qui est impératif dans les cas de rituel, un œuf et des offrandes, noix d'arec, du bétel, des gâteaux. Alors, ça c'est un truc intéressant aussi, les femmes récupèrent leur meule sacrée et les lient en paire avec la meule ordinaire. Vous allez voir ça dans la suivante. Si on voit suffisamment bien en bas à droite, là, ils font des nœuds avec un brin de rotin. Il y a deux pierres, il y a la pierre sacrée et il y a une pierre à aiguiser ordinaire Laquelle est la sacrée, celle qui est c'est la plus petite qui est dessus, qui n'est probablement pas une pierre à aiguiser, mais la vraie pierre à aiguiser, qui utilise au quotidien, elle est attachée dessus. Là, l'officiant ou le barde invoque le dieu Pulangana et Saparèdre pour qu'il protège les villageois, leur accorde une belle récolte, puis on lit les augures dans le foie du porcelet. Et comme on est pragmatique, si les augures sont défavorables, on a sacrifié un autre. Les assiettes contenant la paire de pierres. Alors la paire de pierres, on la voit aujourd'hui en bas à droite. C'est des photos récupérées sur le net, ça, parce que je n'ai pas de... Donc la paire de pierres, le riz, l'œuf, les offrandes, c'est complété par la machette du fermier qui est posée dessus. Donc là, le batoumaï, la pierre sacrée, purifiée par le sacrifice, devra diffuser son pouvoir magique à la meule ordinaire, qui, elle, sera utilisée pour aiguiser la machette. Alors, on a cette espèce de transition de la pierre sacrée à la pierre à aiguiser ordinaire, à la machette et au travail du fermier. Bon, l'ensemble est déposé sur un hôtel familial temporaire aménagé devant chaque porte d'appartement sur la véranda. Donc on a des pierres, des outils agricoles, couteaux à désherber, faucilles, houes, haches, des paniers de semences, un panier cérémoniel pour capter les bénédictions du dieu et recevoir des amulettes, le tout souvent couvert d'un tissu rituel qu'on ne voit pas là, plus des assiettes avec des friandises de saison que vous avez en haut à gauche, en offrande. Le soir, les bardes commencent leur procession le long de la véranda, entonnant leur chant qui invite Pulangana, le dieu, à venir visiter et bénir les pierres sacrées des résidents de la longue maison. Et ils continuent comme ça toute la nuit, avec des pauses occasionnelles pour manger, pour boire ou pour chiquer le bétail, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et vers 4h ou 5h du matin, on annonce que les dieux arrivent, on bat les gonds dans leur honneur, les gens en procession tournent le long de la véranda 7 fois, paraît-il. Puis les hommes et les femmes se séparent en 2 files. Un poulet blanc est sacrifié, quand même, aux dieux. Et Pulangana, à ce moment-là, accorde aux hommes, donc ceux de la ligne des hommes, des amulettes pour la culture du riz, tandis que Saparèdre Randamara donne aux femmes des talismans pour le tissage. Au matin, un porcelet est tué, son foie est examiné par les bardes et les experts, et les augures prédisent la fortune des fermiers du village pour les quelques années à venir, jusqu'au prochain Gawebat. Alors, chaque chef de village part pour le site de son futur champ et entame le débroussaillage. Et sur ce site, on tient un autre rituel qui s'appelle Mangoul, qui revendique cette terre agricole et en prend possession au nom de Pulangana. Et pour chaque famille, on fait un support pour déposer les pierres sacrées, on enterre une offrande pour assurer la fertilité du sol, on frappe la terre avec une machette qui est ensuite réaffûtée sur la meule ordinaire, et ceci 3 fois de suite. Ensuite, les familles retournent au village en laissant leurs pierres en place, et les sites restent sous interdit pendant 3 jours. Après la moisson, donc bien plus tard, quelques mois plus tard, les pierres sacrées sont de nouveau sorties et impliquées dans des rites posimpan, où le riz nouveau est entreposé dans le grenier. Donc là, c'est l'occasion d'une cérémonie d'action de grâce. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus là.
Donc, autant que l'on puisse en juger dans mes sources, aucune communication explicite avec les ancêtres ou intervention directe de leur part n'est mentionnée dans les rites du Garo et Batou, mais je montre peut-être la documentation. Donc, le rôle des ancêtres semble limité. Dans les Garo et agraires, on accorde des divinités, des esprits et les ancêtres pour réussir la récolte. Dans le Mangoul, les invocations d'ouverture commencent par « Où êtes-vous, esprit de nos grands-pères, esprit de nos grands-mères ?» en usant du terme Potara, qui veut dire divinité. Donc, elles s'adressent bien aux ancêtres divinisés, ces invocations. Et à la fin de l'année agricole, on fait des rituels d'action de grâce à ces mêmes divinités invoquées au début. Là, j'ai des photos de chez les Boudaïs. Les Boudaïs, c'est un autre groupe ethnique qui est complètement à l'extrême ouest, qui étaient les ennemis jurés des Ibals. Alors on voit quand même aussi là l'enclos et on voit aussi les pierres. Donc ça ressemble, c'est un groupe très différent. Il ne s'agit apparemment pas de pierres à aiguiser, mais en fait il y a quelque chose. Moi je n'ai pas étudié ces groupes même dans la littérature. Et je passe à ma troisième ethnie, les Ngazjou, en jaune. Une bonne partie du tiers sud de Bornéo est le domaine des groupes de langue dite barito, du nom du fleuve régional principal. Comme les Ibals, ces sociétés sont inégalitaires et elles ont subi en plus une influence des royaumes indianisés de la côte. Elles sont appelées Ngazjou sur le moyen cours des fleuves et Udanoum sur l'amont des fleuves, des mêmes fleuves. Elles ont visiblement une histoire commune et montrent une certaine continuité à la fois dans leur organisation sociale et leur religion. Et je ne les différencierai pas toujours dans ce qui suit dans les illustrations parce que souvent elles ne sont pas différenciées sur le terrain. Ces groupes semblent ne jamais avoir eu de système institutionnalisé de rangs sociaux. Ils distinguent les hommes libres, mollement divisés en Usus Gantong, familles riches et influentes, et Usus Randa, les autres, c'est-à-dire les pauvres, et deux catégories d'esclaves, les Djipen, qui sont les esclaves pour dette, c'est-à-dire les plus bas dans l'échelle locale, dans l'échelle sociale locale, et les Waf, qui sont des captifs de guerre. Eux, ce sont des étrangers. Les chefs de bande sont choisis parmi les Hutus Gantong pour leur compétence. Les spécialistes rituels, bassir, les prêtres, balianes, les prêtresses, ont un statut à part. Les titres d'origine indienne ont été attribués dans le passé par les rois des royaumes côtiers à des chefs influents qui ont souvent tenté de pérenniser ce statut pour leur descendance, d'où une certaine ambiguïté sur cette question de stratification. Le problème de cette fausse stratification et de cette mobilité sociale verticale, c'est qu'un riche qui joue de malchance et qui a 3 mauvaises récoltes de suite et qui a une épidémie qui tue tous ses buffles, devient un pauvre, en même temps qu'un pauvre peut devenir un riche parce qu'il s'est bien débrouillé en faisant du commerce ou je ne sais quoi. Donc là, c'est pas strictement séparé. L'habitat comporte des grandes maisons, moins souvent des longues maisons, mais plutôt des petits hameaux dispersés dans les zones agricoles. L'unité sociale, économique, rituelle minimale est la famille nucléaire, rarement la famille souche, donc ça aussi, ça diffère des autres. Et le village de Ngazjou est souvent décrit comme une simple juxtaposition d'unités familiales plus ou moins autonomes. Quant au Danoum, malgré l'existence passée de longues maisons plutôt courtes, je dirais, ils vivaient la majeure partie de l'année dispersés dans leurs fermes. Cependant, ces groupes, ces gens Ngazjou ont des groupes de descendance. Alors, des groupes de descendance, c'est encore un autre système d'organisation qui sont centrés sur les rituels, sur l'organisation des rituels, et en particulier les festivals funéraires, qui sont de grandes fêtes somptuaires de redistribution. Alors là, on est dans quel est le terme que vous utilisez là? Bon, à propos des grandes fêtes de redistribution. Les potlatch? Non, mais non, le truc que vous utilisez avec Galé et compagnie. Ah, moi, je ne sais pas. Des fêtes ostentatoires. Hein. Voilà, ostentatoires.
Il y a même un autre terme aussi. Matelas. Et Les festins donc, cérémoniels. ces fêtes nourrissent en plus une forte compétition entre les familles riches qui les sponsorisent, les sponsors de ces fêtes, pour accroître leur statut et leur prestige et le nombre de leurs dépendants. Donc en gros, pareil, on a les riches et les pauvres, le second étant client et dépendant des premiers. Les Ngaju conçoivent une divinité créatrice en deux aspects, divisée en deux entités. Mahatala, symbolisé par l'oiseau rhinocéros, et Jata, identifié au serpent d'eau. Ces deux entités jouent un rôle d'importance vitale dans la vie religieuse et on leur attribue en plus le mérite d'avoir établi un ensemble de règles et de procédures pour la vie sociale et les principales institutions et pratiques coutumières, notamment la chasse aux têtes et la riziculture. Les Ngaju reconnaissent également d'autres divinités, des esprits, des ancêtres, comme les Iban, ils ont une cosmogonie et une mythologie complexe et des rituels élaborés. Leur religion traditionnelle appelée Karalingan, et une fois formalisée, a été reconnue en 1980 comme une branche de l'hindouisme. Et aujourd'hui, ceux des Ngaju et des Hautes-Danong qui ne sont pas devenus chrétiens ou musulmans adhèrent à cette religion. À proximité des habitations Ngaju, c'est ça. Excusez-moi, je l'ai imprimé en 12 et je me perds un peu. On trouve deux formes d'installation à fonction rituelle, une sorte d'hôtel à offrande qui s'appelle Potaru et un enclos à pierre sacrée, Jahan. Donc je rappelle la phrase que j'avais citée de l'ouvrage tout à l'heure. Il y a à la fois une grande diversité de représentations matérielles des ancêtres et un continuum entre elles, et là ça se justifie pleinement. Comme vous le verrez dans les illustrations qui suivent, la distinction entre un Prejahan et un Potaru est floue, et tout varie d'un sous-groupe, d'une rivière à une autre, à la fois la forme, la composition du sanctuaire et son nom. Donc la présence d'une maisonnette, d'un enclos ou de la... Oui, non, je ne sais pas, je suis l'impression que j'ai... Oui. La présence d'une maisonnette, d'un enclos ou d'une plante ou des pierres ne semble pas être discriminante pour choisir une des deux dénominations. Donc là, je propose de reprendre un texte que j'ai trouvé dans l'ouvrage de Couder et Cylinder, qui concerne principalement les Hautes-Danong, mais il éclaire le cas des Iban et même celui des Kenya, en soulignant la pertinence du contraste des formes d'organisation sociale. Donc ça, c'est la 34. Voilà. Donc ça, c'est le Potaru, avec ces statuettes. Des statuettes qui sont sous la maison, on les voit, là, la cordiline et les plantes. Dans le mythe d'origine des Hautes-Danong, un ancêtre nommé Laning Souling planta son luth dans le sol et promit qu'il deviendrait un sanctuaire où ses futurs descendants pourraient faire des vœux, serments et offrandes. Donc cet ancêtre ne fonda pas seulement une lignée, mais aussi un sanctuaire pour ses descendants, Tadjaran et Potaru. Le Tadjaran appartient à une catégorie de sanctuaires communautaires ou sites d'offrande qui jouaient autrefois un rôle important dans la vie sociale et rituelle des communautés. Chasse aux têtes, riziculture, procès, épidémies, funérailles secondaires, augures, etc. Cependant, certaines familles possèdent leur propre Tadjaran érigé devant leur maison au village, donc un sanctuaire privé plutôt que communautaire. Chez les Hautes-Danong, les sanctuaires comportent une ou plusieurs pierres, dressées ou non, entourées d'un certain nombre d'effigies anthropomorphes, grossièrement sculptées en bois et souvent d'un palmier ou de buissons de cordiline. Ils sont dans les villages ou encore en forêt, près des villages abandonnés. Ces Tadjaran qui ont été établis par des ancêtres éminents, les effigies anthropomorphes les représentent sous une forme collective et anonyme, qui est une manière courante de représenter les ancêtres à Bornéo. En revanche, les pierres sont plus directement associées aux ancêtres généalogiques, notamment celle autour de laquelle le sanctuaire a été établi à l'origine, la pierre de l'ancêtre fondateur. Dans la tradition orale, cette pierre-là porte la mémoire du fondateur.
vache. Il est considéré comme la transformation d'un objet ou d'un animal lié à l'ancêtre, voire même comme sa propre tête pétrifiée ou dans une autre partie de son corps. Ainsi, elle relie concrètement l'ancêtre à une existence physique dans le monde matériel. Les pratiques centrées sur le Tadjaran ne constituent pas, à proprement parler, le culte de l'ancêtre comme médiateur, le culte de l'ancêtre fondateur. Il s'agit de contacter l'esprit tutélaire du Tadjaran, à qui l'on demande d'intervenir comme médiateur auprès des dieux et des esprits pour obtenir une bonne année agricole. On ne communique pas directement avec l'ancêtre, on transite par un médiateur. Si la requête est accordée, des offrandes à ces dieux seront apportées au Tadjaran en remerciement. Des effigies, alors, ou des pierres peuvent être ajoutées au sanctuaire. Cet esprit tutélaire du Tadjaran est distinct de l'esprit de l'ancêtre fondateur. Donc, techniquement, c'est l'esprit de là ou des pierres originelles érigées qui représente le lien avec l'ancêtre fondateur. Donc, c'est le même cas de figure que chez les Kenyans, le premier groupe ethnique que j'ai présenté. Les ancêtres apicaux, transformés, une fois transformés, sont associés au sanctuaire Tadjaran et sont des sources de bénédiction. Ils sont liés au vivant par des relations contractuelles centrées sur les vœux, les requêtes et les rachats de vœux, c'est-à-dire les offrandes, les ex-voto, les offrandes en guise de remerciement. Bon, j'en arrive à ma conclusion. J'en passe 5 minutes? Oui. Ouais. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé déjà. Non, ça sûrement pas. Non, moi non. Bon, alors j'imagine que vous sentez confusément, ou en plus peut-être parce que je suis allé un peu vite, dans la force des choses, sentez confusément que tout ceci n'est pas parfaitement clair. Pour partie, je l'ai dit, c'est dû aux sources qui, à des époques diverses, dans des lieux divers, ont observé des événements quelque peu différents et en ont rendu compte de façon différente. Si on se focalise sur les caractéristiques communes aux 3 cas présentés ici, d'abord, les enclos et les autels incluant des plantes sacrées dans de possibles représentations d'un arbre de vie d'ailleurs. Personne n'en parle, mais c'est possible aussi. Touchant au ciel, avec à leur base des pierres sacrées, investies de pouvoir spirituel. Ici, 4 des plus importants groupements culturels de Bornéo semblent bien exhiber des croyances dans des pratiques et des pratiques rituelles similaires. En ce qui concerne la relation entre pierre et ancêtre, si chez les Iban on implore bien les ancêtres, entre autres entités spirituelles, pour avoir de bonnes récoltes de riz, leur rôle semble discret dans le déroulé des rituels du Gawel-Batu, des Genju, alors qu'ils sont bien présents dans la plupart des autres types de Gabon. Cependant, la présence des pierres à Élysée et la façon dont elles sont intégrées dans les rituels des Iban, par exemple avec les offrandes et les sacrifices qu'on leur fait, voilà, c'était assez rare. La présence des pierres réalisées sacrées, la façon dont elles sont intégrées dans les rituels des Iban, par exemple avec les offrandes et les sacrifices qu'on leur fait, sont cohérents avec les cas Kenya et Ngaju. Et ces Batu-Umai, dans les pierres sacrées des Kenya, sont bien à la résidence d'un esprit tutélaire qui, comme le Baliakan ou le Kolonan Tadjaran des Ngaju, permet une communication, sinon avec les ancêtres, du moins avec les divinités. Mais bon, donc on peut tenter quelques hypothèses générales. Cette convergence de pratiques rituelles entre tous ces groupes ethniques de Bornéo demeure frappante. Ils appartiennent à des familles linguistiques différentes, leur religion et leur cosmogonie diffèrent, leur organisation sociale diffère très fortement. Et si l'on ajoute à ces croyances communes une divinité, si l'on ajoute ces croyances communes dans une divinité foudre et son contrôle des éléments, cette similarité semble confirmer l'idée d'un héritage culturel ancien, donc peut-être pré-néolithique, à tous ces groupes. J'ai mentionné l'importance de l'agriculture pour ces groupes actuels et l'importance des éléments climatiques pour l'agriculture, en particulier pour la culture du riz. Donc on l'a dit, le riz est primordial pour ces groupes, le riz c'est la vie.
Pour le succès de la culture du riz, il faut la protection et les bénédictions des divinités, des esprits, des ancêtres. Et pour s'assurer de leur bénédiction, il faut leur faire des offrandes et des sacrifices. Des sacrifices toujours d'animaux domestiques, dans l'ordre d'importance et de valeur, l'œuf, un drôle d'animal, mais c'est un animal, le poulet, dont ils font une grosse consommation, le cochon, moindre, et le buffle pour les gens du Sud qui ont des buffles d'eau, et le sacrifice suprême, un être humain, où ce qu'il représente, la partie qui vaut pour le tout, c'est la tête. Donc on a ici une des raisons tout à fait plausibles derrière la frénésie de chasse aux têtes des groupes de Bornéo. Les têtes hébergent des esprits puissants que la communauté s'approprie. Les pierres des autels et des enclos hébergent aussi des esprits qui permettent aux humains de communiquer avec les divinités et avec les ancêtres pour les invoquer et leur demander leurs bénédictions qui sont cruciales pour une bonne récolte de riz et donc pour la survie de la communauté, pour la bonne vie. Et la fertilité du riz permet la prospérité démographique. Donc voilà, le riz, la guerre, les têtes. Une explication alternative m'a été proposée par un vieil ami d'Ayak. Cet objet apparemment de facture ancienne, il me l'a donné et il m'a assuré que c'était un astronaute d'Ayak qui, il y a fort longtemps, a apporté à son village les pierres mystérieuses. Et les Dayak ne connaissent ni la chaise ni la table, ils mangent par terre, donc je ne sais pas d'où peut venir ce siège qui en plus est décoré là sous. Voilà. Et est-ce que c'est une femme? On ne sait pas non plus. Hein. Un astronaute venu dans Une astronaute. Voilà. dans un vaisseau spatial. Alors, la statuaire en pierre à Bornéo, c'est rare. C'est rare la statuaire et de façon tout à fait dominante est en bois. Et la statuaire en pierre est probablement ancienne et on ne sait pas trop ce que ça représente et à quoi ça sert. Donc là, l'astronaute, point d'interrogation. Là, je vous ai mis un banquet Kenya parce que finalement, j'ai manqué ma participation pour votre bouquin sur le banquet. Voilà. Donc voilà un banquet Kenya. Donc la traduction du Kenya, vous l'avez là. C'est comme ça la vie dans une longue maison. Voilà. Et avec des sangliers. Et là, j'ai mis un petit truc pour faire color local. C'est en quelle langue, ce monsieur? C'est de l'alsacien. Ah, Est-ce que ça dit bien ce que je pense que ça dit? Des fois, on peut se méfier. Voilà. Et puis, voilà les références des bouquins, les deux bouquins dont j'ai parlé. Je vous remercie.